Excellent. Donc, on va continuer maintenant. Il me fait plaisir maintenant de vous présenter Mo Kabara, qui a accepté là, notre invitation de partager sa perspective ainsi que celle de l'accélérateur de transition dans le cadre d'une présentation principale, là, mieux connue sous le nom de Keynote. Donc, normalement, Mo devait présenter après le lunch, mais il y a eu un panéliste du groupe 2 qui est malade, qui n'a pas pu se présenter. Donc, on devance la présentation de Mo et Mo va aussi se joindre au panel 2 pour répondre à des questions. Donc, Mo, c'est un expert de l'énergie et du climat avec plus de 10 ans d'expérience à l'intersection des technologies, de stratégies et des marchés. Son expertise couvre les domaines variés tels que l'électrification des transports, les énergies renouvelables, le stockage d'énergie et l'efficacité énergétique. Mo est également une référence sur les questions de chaîne d'approvisionnement et des véhicules zéro émission et a dirigé la création d'Accelerate, l'Alliance canadienne de chaîne d'approvisionnement et des véhicules à zéro émission. Avant de rejoindre l'accélérateur de transition, oh, Mo a été consultant en gestion chez Dunsky Énergie plus Climat, ainsi qu'agent principal de placement au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada. Il a également cofondé et dirigé une start-up de stockage d'énergie thermique au Canada Atlantique. Donc, joignez-vous à moi pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à Mo Kabara. Euh, Merci beaucoup, Edouard. C'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Mo, je suis vice-président de l'accélérateur de transition. Et notre organisation est une organisation pan-canadienne qui œuvre à la mise en place d'une économie compétitive net zéro. Je vais vous présenter aujourd'hui de notre position que la manière dont l'électrification peut contribuer à la prospérité économique et comment l'innovation s'inscrit dans ce cadre. Si on regarde l'histoire de la société, l'électrification a joué un rôle essentiel au cours du siècle dernier pour améliorer nos vies en favorisant l'efficacité, le confort et le bien-être général. Donc, je peux parler français, mais je n'ai pas beaucoup d'occasions pour pratiquer. Donc, cette présentation, je fais un mix de deux. So I just want to talk first about, electrification, what I call 1.0, the first electrification of society. And specifically in Canada, there's a lot that could be said about the history of how electricity came to be. And I want to highlight two things that have helped really define the evolution of Canada's electricity system. The first thing is growth, and the second thing is change. So let's start with growth. Canada's first commercial power plant began operation in 1881, but we didn't really have data until 1920. So what I'm showing here is really the growth of the electricity production in Canada over the last 100 years, roughly. And as you can see, we've grown our production of electricity quite substantially over the last 100 years. And, if we kind of overlay what was happening in our societies, we can really see, the growing country in terms of population, the growing economy, the invention of new technologies that are using a lot more electricity, like refrigerators and televisions and large-scale industrial applications and processes. But the absolute growth of the system, is pretty obvious here in this case. And I do think it's also interesting to look at how fast that growth occurred. So when we look at the pace of the growth, you can see here the rate of growth that we've had averaged out over 10 years. And really, we can see that between 1920 and 1980, we were doubling the grid basically every 10 years. And then we basically see that, over that period, a 7% average rate in terms of may seem like a small number, but this is really compounding growth, right? So it means that we're doubling electricity output every 10 years over this period of time. Since the 80s, the growth has been slower. You can see sort of the significant slowdown of the growth. And I think this is due to many factors. We've gotten more efficient at using electricity. We've gotten better appliances, better buildings, better industrial processes. But even if we look at since the turn of the millennia in 2000,
the rate of growth has gone even below 1%, much below the doubling every 10 years that we've seen before. But I think, why am I presenting this? Because I think it's important to understand that Canada's electricity system has grown very quickly in the past. We had 60 years of doubling every decade. Obviously, the absolute number there is different, but we're basically, it's something that we've done before. So the second thing I mentioned about the history of the Canadian, electricity evolution is change. So when we look at basically how the system has changed over the last decades, we can see that there's kind of distinct phases, right? So there's a phase where we were building hydroelectric as the kind of the main electric capacity, fossil fuels coming online, nuclear energy, and right now with the final phase where we're seeing quite a significant addition of non-hydro renewables, solar and wind. So that's kind of the past, what happened before. The question is, where do we need to go? And I think, from today, the conversations we're hearing about all the innovation that we can do, I wanted to kind of just present the big picture and then how innovation fits into within this big picture to really help us on the path that we have that we're on. So if we think about it, really, we need to build a net zero aligned electricity system. What does that mean? Well, it means that we need to make electricity with very little emissions, and we need to use a lot more electricity for our energy end uses, which really gives you the conclusion that we need a bigger and cleaner electricity system. And in some provinces, cleaner is not really an issue. I would argue that's the case here in Quebec. So it's really the bigger that becomes the issue. So when we ask ourselves, we need to make electricity with very little emissions. Right now our emissions are around less than 20%, around 17% non-emitting, emitting electricity, so over 80% non-emitting. And we need to basically bring that down to less than 1%. We're not going to get to zero 100%. There'll still be some cases where we use fossil fuels because it's going to be just much more cost effective to offset those emissions elsewhere than to try to get to absolute zero in the electricity sector. And the second thing is that we need to use a lot more electricity than we use today. So if we look at basically how much does electricity contribute in terms of the overall energy demand? It's about 18 to 20%. We need to basically get to a point where it's anywhere between 40 to 60% or 50 to 60%, depending on the study that you look at. So it's quite a substantial increase from where we are today. So essentially, if we look at where we're at, we've got around 150 gigawatts of installed capacity, and when we look at the capacity estimates that we are expecting, we're looking at doubling or tripling. There's a lot of different studies. There's variance in the type of generation, but there's one common thing that we're seeing here. We need to basically significantly increase. So we're kind of far from where we need to be right now. And also another common thing is that non-hydro renewables will play a much bigger role than they are playing today, regardless of what analysis or what study you're looking at. So really, when we think about where we are today and we think about where we want to be, essentially we want to emit less overall, we want to grow the system quite substantially, and we also want electricity to play a much bigger role in our overall energy mix in the country. And there could be a lot of things that can stop us from getting there. And I think this is where a lot of the presentations today, that we've heard so far are best kind of positioned or best seen as solutions for these things that are going to stop us. So what could stop us? I mean, there's the question that we always hear, is it technically feasible? Can we actually build a reliable grid that doesn't have fossil fuels in it? Can we build a grid that can meet the
peak demand for the electric vehicles market or the heating demand? Can we actually double or triple the electricity supply by that year? Isn't, what are the issues there? So our viewpoint is that yes, it is technically feasible, but that doesn't mean it's easy, right? So there's difference between like having physical laws that stop you from doing something, right? But there might be economic issues, social issues, supply chain issues, all of that thing. But the necessary technologies exist, and also better ones are being developed, and this is where the innovation piece comes in. So when we look at, can we make electricity with very little emissions? We have many ways of making electricity today without emissions. We have hydro, wind, solar, nuclear. We know how to do it. Like I mentioned, some provinces are already most of the way there. A number of emerging technologies also are, interesting, like advanced or deep geothermal or small modular reactors, carbon capture for peaking gas plants. You can argue whether those technologies will see the light of day, whether they're even worth investing in, but we know that there's a suite of options here for us to kind of explore. And obviously, we need to maintain reliability, right? So we know that solar and wind is variable with the weather, it's intermittent, but we can basically build in the technologies that can help us balance the supply and the demand. So is it technically feasible? Yes. We have always built for peak demand. That's kind of how we design our electricity system. We know that we can do transmission and distribution, but as we've kind of heard a lot today about other technologies that are an innovation that could potentially bring in more reliability at a lower cost. We're getting smarter for building for peak, whether it's looking at demand response programs like we heard today from Hydro-Québec. So it's really making demand more flexible, and we have a suite of options there that we can explore. And then the question is like, can we actually double or triple? I kind of go back to doubling is really a 3% growth. Tripling is a little bit under 5%. So we're not talking about an insane number, right? Or because this is really happening over 25 years, and in the past we've doubled every 10 years. So I think this is something that we need to consider also in that context. The second question is like, can we actually afford this? Is it economically feasible? And I think there's a few things there. There's the actual economic impact. Can the economy actually finance this? There's the consumer impact, whether it's, in this case, I think within the political landscape that we're in, the household and individual consumers are really important to kind of consider. And also the supply chain labor, that are really part of that economy. So we've done an analysis that is coming up in the next week or so. Actually, it's going to be next Tuesday. Essentially understanding of like looking at all these studies, what is the cost of the transition? And there's a big range, but the median cost that we kind of found for really building out the electricity system, this is not including people buying the EVs, people buying the heat pumps, just like building the generation, transmission, and distribution. And when we look at the $1.5 trillion, really what that means is that we need to be investing around 1.7% of our GDP over the next few decades. And currently, we're investing 0.7. So it's an additional 1% of GDP. This is not nothing, right? But to put it into context, this increase is basically less than half of what Canadians spend on alcohol, tobacco, and what Stats Canada call games of chance, right? So it's equivalent to how much we spend on banking fees, right? Like just giving money to your bank every month, like $30 or whatever, like that's, and other fees. So all that to say is like we will have to invest more in electricity system, but we're not really talking about an amount of money that is going to bankrupt our economy, right? And I think that is very different to say that it's like, oh, it's going to be great, it's easy, we can do it, but it's understanding how grave is this investment actually is. The second thing is like, okay, you can make the investment, but who's gonna actually pay for it? Who's gonna bear that cost? Is it consumers? Is it taxpayers? Is it industrial users? I think this is a big question, and this is next week on Tuesday we're releasing our energy affordability
analysis for the country. We've been working with multiple utilities and multiple stakeholders in the provinces to help them better understand this question. But when we take that $1.5 million and we say, let's assume all of that money is just borne out by the ratepayers. So nobody's we're not going to change the structure of how we allocate costs between residential, commercial, and industrial. We're not going to assume that the money is going to foot any of the government's footing any of this bill. It's all going to ratepayers. What happens? Well, we basically see that overall, the big picture, when we look at the whole country, and some provinces are better than others, we actually unlock billions of dollars of disposable income every year for households, because just because of the sheer efficiency of electrification. So switching from a baseboard heater to a heat pump, switching from a nice internal combustion engine vehicle to an electric vehicle will bring those benefits, even if rates go up, just because of the difference in efficiency. The other side of this is that benefit is not going to be seen equally across the board. Then we have a distribution problem. So certain percentage of the population will pay more, and certain percentage of the population will pay less. And it becomes a way to really, this is where policy and innovation on policy, how do we allocate the rates? Which people do we target for incentives on heat pumps that can help improve their energy wallet, for example, if they live in Alberta and Saskatchewan? So I think here we see that the story on affordability, right, is not necessarily a terrible story. The story on affordability is that there is a future where this thing actually helps us economically from just a pure energy consumption, energy cost. It's not a certainty, though. We're not going to get there regardless of what we do. This is why everything we've heard today is critical to make this future happen, because everything we've heard today is going to be the difference of us paying a lot more or paying less for the transformation. So I kind of just want to leave you here with some of the work that we do at the Transition Accelerator to help, basically advance what we call pathways to net zero within specific sectors. So one of our initiatives is called Electrifying Canada. And what we do is really make sure that we have sustained collaboration at the provincial level to have difficult conversations between stakeholders working on advancing and building the grid. Analysis and insights, just like that affordability analysis, working with the utilities, with the governments, and with stakeholders within federal or provincial or even municipal, to give them better information to understand, how they can make, policy decisions or investment decisions. And the last piece is really thinking about, what are the solutions, what are the policies, what are some of the best practices we're seeing abroad, just doing, essentially expanding on that. And really our vision is to bring in partners from across the spectrum. So from the production of electricity, distribution, consumption, financing, the regulatory piece, the indigenous involvement, the labor, is to bring everybody under the same roof to basically advance, the pathways to net zero for the electricity system. Another initiatives we have is on the building sector, the Building Decarbonization Alliance, which is, over 250 partners within it. And really it's about how do we bring in the ecosystem, but for the building sector, to advance electrification of heating and end uses in all of buildings in Canada. We do a lot of work with multiple jurisdictions and multiple partners, and we have a lot of exciting work coming up on advanced thermal networks as well. And the last piece I want to leave you here with, just in terms of talking about innovation, talking about economic prosperity, I think there is a future where this transition can bring a lot of benefits to Canadians and to the Canadian economy, but we really need to be smart about it. We need to be really able to understand where is our money best spent. So this is also what we focus on, is working on, the future economy. So supply chain analysis, economic analysis, understanding, what are the opportunities for Canada in net zero world. We recently worked with Propulsion Québec here to basically look at the impact they've had in advancing the smart and electric mobility ecosystem in Quebec. We worked with Accelerate to develop a battery innovation roadmap to really clearly understand what is innovation
in batteries in Canada will look like, and how does that have benefits across multiple provinces and multiple jurisdictions. We're currently working on critical minerals and renewable energy supply chains, and we've also done work on sustainable aviation fuel. And all of this is just really to kind of paint a picture that if we want to pursue those opportunities, we have to have a good idea of exactly what we want to accomplish in those sectors and by when, right? So our whole philosophy here is like using a modern industrial policy approach of setting clear targets and understanding, what is the role of the public, what is the public sector, what is the role of the private sector, and how do they actually interact with each other. So with that, I think, for me, today is great kind of hearing all about the innovation that's happening in the space, because again, this is not going to be a foregone conclusion. We're not going to end up and wake up in 2050 and find ourselves here regardless of what we do. It's going to require a lot of, reiteration, a lot of, tactical changes, but I think most critically, it's going to require innovation, and innovation not just at the technology level, but also in terms of how we implement, how we do innovation in our regulations, innovations in our system adoption. So I think it's not just about creating a better, gear or a better tool or a better piece of technology, even though that's, is a good anchor to start with. So with that, I think I'm at time. Perfect. Thank you. No, later. We're going to take questions around the panels. This is your badge. Parfait. Parfait. Donc, merci Mo. On va maintenant poursuivre avec le deuxième panel où on va s'attaquer cette fois-ci plus aux enjeux réglementaires et aux défis de mise en œuvre de ces innovations. Donc, je vais inviter notre modérateur Victor Jacquet à me rejoindre à l'avant. Donc, Victor est directeur des opérations du programme Voltage à l'Université Concordia, où il pilote des initiatives de recherche sur la réindustrialisation et la transition énergétique. Il possède une vaste expérience en leadership, tant dans l'administration publique que dans le secteur privé. Il a mené des projets complexes, notamment en tant que chef de cabinet présidentiel en France et directeur national d'une entreprise manufacturière aux États-Unis, tout en contribuant à des collaborations internationales telles que des délégations économiques au Maroc et des missions d'urgence en Ukraine. Donc, souhaitons la bienvenue à Victor pour animer ce panel. Okay. Merci Edouard, merci Normand et merci Monsieur Kabara pour votre brillant éclairage sur la nécessité d'innover pour dessiner l'avenir de la filière des énergies renouvelables. Je retiens un message clé: toute grande filière économique se bâtit par l'innovation. Mais ce n'est pas tout. Toute grande filière nécessite également un rôle particulièrement actif de l'État. Et l'action de l'État passe nécessairement par la réglementation. Et cette dernière, lorsqu'elle est bien faite, permet de donner aux acteurs économiques et institutionnels de la filière une bonne visibilité et une bonne cohérence. La réglementation encadre et la réglementation des risques. On distingue souvent entre celles et ceux qui fabriquent la réglementation et celles et ceux qui pratiquent la réglementation. À l'évidence, cette dichotomie a ses limites, mais c'est pourquoi nous avons souhaité inviter pour cette prochaine session deux personnalités, l'un plutôt théoricien, il s'agit de Sylvain Audette, et l'autre plutôt praticien, il s'agit de M. Martin Lanfous. Sylvain Audette est professeur invité au département du marketing de HEC Montréal et membre associé de la chaire de gestion du secteur de l'énergie depuis 2014. Il possède plus de 20 ans d'expérience dans la mise en œuvre de stratégies innovantes dans le secteur de l'énergie. Auparavant, il a occupé le poste de cadre supérieur des affaires tarifaires et réglementaires, du marketing, des programmes d'efficacité énergétique et de la prévision de la demande au sein de différentes sociétés d'énergie.
Son expérience pratique, combinée à une connaissance théorique, l'a mené à rédiger des rapports d'experts pour les gouvernements et à encadrer de nombreux étudiants de deuxième cycle universitaire. À titre d'expert du secteur, il contribue régulièrement aux débats liés aux politiques énergétiques et climatiques, ainsi qu'aux enjeux de la consommation énergétique dans des secteurs émergents. Donc, pour le déroulé de notre session, j'inviterai d'abord nos deux personnalités à venir présenter, l'un après l'autre, leur point de vue. Le professeur Sylvain Odette nous présentera tout de suite en détail les enjeux du projet de loi 69 qui a pour ambition, pour reprendre son nom, d'assurer une gouvernance responsable des ressources énergétiques du Québec. Puis j'inviterai et présenterai le président maire Martin Danfous, qui nous expliquera son grand plan énergie qui vise à faire des municipalités un fer de lance de la nécessaire transition énergétique. Nous aurons ensuite une séance de questions-réponses avec également M. Kabara qui nous rejoindra. Sylvain, le micro est à vous, puis je présenterai Martin ensuite. Merci. Alors, on va le baisser un peu. Théorique, je ne suis pas certain. Je pense que je suis assez pratique aussi. J'essaye, en tout cas. Écoute, merci de nous avoir invités à parler du projet de loi 69, mais évidemment, je ne vais pas passer en détail tout le projet de loi, mais je vais essayer de résumer un petit peu certains éléments clés qui peuvent peut-être guider là, les solutions d'innovation qu'on a entendues ce matin. Donc, en gros, si je mets un peu de contexte, le gouvernement en place, la CAQ, évidemment, avait élaboré son plan pour une économie verte 2030, le fameux PEV 2030. Et puis, dans ce plan-là, donc presque après qu'il avait été élu, il y avait 4 éléments clés qui disaient voici vers où on s'en va. Donc, il avait dit électrification des usages, réduction des GES, transition économique. C'est important de se rappeler que le gouvernement en place, ce qu'il veut faire, c'est oui, faire une transition énergétique, mais avec un gros élément économique. Je pense que tout le monde en est conscient. Et aussi, il avait misé sur les ressources naturelles abondantes. Je l'ai mis en guillemets parce que c'est les termes qu'ils ont pris, mais je pense que ça incluait aussi l'électricité, qui est peut-être moins abondant de ce temps-ci. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Ben là, Hydro-Québec arrive. Bon, il y a Mme Brochu qui arrive, mais après ça, il y a M. Sabia qui arrive, puis il y a le fameux plan d'action 2035 qui vient d'être déposé. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'Hydro-Québec essaie d'opérationnaliser un peu ça, comme un des agents importants, améliorer la qualité de service, surtout les pannes, puis s'occuper des arbres, aider notre clientèle à faire une meilleure consommation d'énergie. Ce matin, on a eu un exemple concret de ça. Considérer l'électricité comme une ressource précieuse qui mérite que tous et toutes collaborent avec nous pour mieux la consommer. J'adore ça. Parce que oui, il faut faire la sensibilisation. Et puis, je sais qu'on n'aime pas le mot sensibilisation, moi non plus. J'ai travaillé 25 ans, non plus 20 ans. Il faut que je mette ça à jour là, en efficacité énergétique. Et puis, les programmes de sensibilisation n'étaient jamais rentables. L'augmentation de la production d'électricité, c'est écrit, c'est là. Collaborer plus avec les communautés autochtones, peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Puis devenir une organisation agile, innovante et transparente. Transformer nos façons de faire pour mieux répondre aux besoins de la clientèle et soutenir l'atteinte des objectifs de décarbonation et de prospérité économique du Québec. Donc, dans le débat sur le PL 69, je vais y revenir tantôt, on remet en question même ces orientations-là. Donc, transition économique ou miser sur les ressources abondantes. Et le dernier point, prospérité économique. Donc, il va falloir, quand on va regarder ce débat-là, il va falloir avoir ça en tête aussi. Bon, le plan d'action, je vais vous mettre un peu plus de contexte. Je pense que beaucoup d'entre vous ici, on est entre experts. C'est souvent le problème. Hein. Souvent, c'est des choses qu'on sait. Mais Hydro-Québec veut doubler, tripler sa production. Et dans ce 200 TWh-là ou 150 TWh selon les modèles qu'on va utiliser, il y a 40 % qui est pour l'électrification du transport et la décarbonation des bâtiments. Ça veut dire que si on continue la même trajectoire, ça serait entre 60 et 80 TWh qui serait pour le transport, la décarbonation des bâtiments. On a vu ce matin que c'est le fun de regarder en TWh, mais c'est peut-être plus important. La problématique que Héloïse nous a présentée ce matin, c'est plus la pointe qu'il va falloir regarder aussi. On parle de 9000 MW supplémentaires.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est 40 pour l'électrification, décarbonisation des industries? C'est à voir. Mais ça, c'est important d'avoir ça en tête, qu'indépendamment, si jamais on oublie le dernier point là, de prospérité économique ou qu'on ne veut pas utiliser les ressources naturelles abondantes, il va quand même rester des investissements à faire seulement pour électrifier le transport et décarboner les bâtiments. Donc, oui, l'efficacité énergétique, peut-être même garder notre électricité, arrêter d'exporter, on verra, mais il va quand même falloir trouver des solutions pour se décarboner qui incluent plus d'électricité et plus de pointes. Bon, donc le PL 69 est le troisième élément de ce contexte-là que je viens de vous présenter. Bon, qui était fait un petit peu en parallèle. Il y a beaucoup de gens qui se sont prononcés là-dessus. Mais ici, j'ai essayé de résumer les points clés. Il y a beaucoup de choses dans le PL 69, mais il y a la fin de l'obligation d'appel d'offres pour l'approvisionnement d'électricité, qui est là, on a entendu parler. Il y a les ventes et distributions de producteurs privés pour les emplacements adjacents. J'ai mis entre guillemets, parce que ce n'est pas encore défini c'est quoi un emplacement adjacent. Ça a fait couler beaucoup d'encre, ça aussi. Le rôle de la régie est ajusté. Bon, ça, je vais en reparler un peu plus tard. Mais ça veut dire que la régie va devoir maintenant considérer la transition énergétique dans ses décisions. Maintien des restrictions à l'obligation de desservir pour plus de 5. Je dis maintien parce que c'était avec la loi qui était en vigueur avant. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas brancher un client en haut de 5 MW sans avoir l'approbation du ministre. Donc, ça, c'est maintenu. Fixation des tarifs aux 3 ans au lieu de 5 ans à l'inflation sur la base des coûts. Donc, selon moi, un gain, on revient avec l'idée de regarder les coûts avant de fixer des tarifs, ce qui, à mon avis, est une bonne idée. Les tarifs de pointe, on en a parlé beaucoup ce matin, c'est dans le projet de loi 69. Donc, si vous allez voir, il y a un article spécifique qui dit qu'il va falloir qu'Hydro-Québec offre. Bon, c'est flou là, exactement s'il va falloir qu'il l'oblige ou pas, mais le 1er avril 2026. C'est intéressant de voir qu'on avance dans ce débat-là tranquillement. Peut-être pas aussi vite qu'on devrait y aller. Limiter les hausses à 3 on en a entendu parler, à l'aide d'un fonds d'aide. Bon, M. Sabia et le gouvernement ne semblent pas savoir qu'il y avait un fonds d'aide dans le PL 69. Quand on les a posé des questions en commission parlementaire, ils disent c'est quoi ça le fonds d'aide? Ben, c'est parce que si les coûts disent que c'est une augmentation de 3,7 et le 0,7, ils vont le prendre dans le fonds d'aide. Bon, il vient de où le fonds d'aide? Ça, ce n'est pas encore clair. Mais évidemment, ça veut dire que le signal de prix pourrait être un petit peu différent ou pas vraiment à 100 dans le secteur résidentiel. Le TRFL ne serait plus protégé par l'inflation du bloc patrimonial. Donc, les grands industriels ont sorti beaucoup dans les médias, disent ça n'a pas de bon sens. On ne veut pas être soumis à l'inflation pour le bloc patrimonial. Et le dépôt du premier PG par le MEIE au 1er avril 2026, horizon 25 ans et aux 6 ans. Peut-être le seul élément qui a peut-être l'unanimité, sauf dans le déploiement, ça ne fait pas l'unanimité. Mais au moins, d'avoir un PGIR, ça, c'est l'unanimité. Donc, je pense qu'on résume assez bien, là, si vous allez lire chacun des articles, mais on résume assez bien qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Où est-ce qu'il en est, ce projet de loi-là? Ben, écoutez, il a été déposé le 6 juin par M. Fitzgibbon, vous le savez tous, il a été remplacé par Mme Frichette lorsque les travaux de la commission ont débuté. La chaire, moi et Pierre-Olivier, on a déposé des recommandations, souvent on a appelé ça le projet de loi 69, plus de cohérence en consommation, tarification et gouvernance. Puis, je vais vous présenter un peu plus là, vers où on pense qu'il faudrait aller plus tard. Ça, c'est toute la liste de tous les gens qui ont passé en commission parlementaire de manière physique ici. Donc, évidemment, là, je vais aller voir sur le site pour aller de l'Assemblée nationale pour voir tous ceux qui sont allés physiquement, dont Normand ici qui est venu. Et puis, ici, vous avez les gens qui ont déposé quelque chose, mais qui ne sont pas venus physiquement non plus. Donc, il y a tous les groupes Propulsion Québec, Nucléabec, mais qui n'ont pas pu aller le présenter en personne. Je pourrais vous parler du PL 69 longtemps, on pourrait en débattre longtemps, mais moi, j'ai identifié 4 enjeux clés, à mon avis, qu'il ne faut pas perdre de vue dans le cadre des débats qu'on va avoir sur le PL 69. C'est d'abord le premier, est-ce que c'est des questions, des enjeux que je me pose, qu'est-ce qui va arriver une fois qu'il va être adopté, puis se poser bientôt.
La séparation des pouvoirs est-elle souhaitable, acceptable par le PL 69 pour réussir la transformation énergétique? J'utilise le terme transformation parce que c'est ça qu'il y avait dans la transition, transformation. Je ne sais pas lequel qui est le mieux. Et puis là, ça, c'est une question importante que moi, personnellement, me tient à cœur. Je pense qu'il faut qu'il y ait une sorte de séparation des pouvoirs. Je vais y revenir. Le deuxième point, c'est la tarification en pointe en avril 2026, qui est dans le projet de loi 69. Quelle forme il devrait prendre pour stimuler les solutions que vous avez parlé ce matin? Donc, on va essayer aussi d'en parler un peu. Et puis, on m'a demandé de parler un peu de la biénergie, la place de la biénergie, parce que j'ai des positions un peu plus nuancées là-dessus. Je pense que pour ce qui est de la nouvelle construction, je suis d'accord qu'il faut cesser d'installer du gaz naturel, mais pour les bâtiments existants, il va peut-être falloir le tolérer un peu plus longtemps. Et puis, finalement, le PG. Le premier point des enjeux clés, à mon avis, c'est est-ce que le PL 69 va vraiment séparer les pouvoirs? C'est un enjeu important, à mon avis. Il y a beaucoup de pouvoirs qui sont centralisés au niveau du pouvoir exécutif, pour ne pas le nommer, le ministère et Hydro-Québec. Donc, si vous regardez ce qu'on voit souvent dans des cours légaux, là, il y a le pouvoir législatif qui est souvent dans une constitution, il y a le pouvoir exécutif, puis il y a le pouvoir judiciaire. Donc, évidemment, le peuple, là, vous avez une pyramide des âges, l'évolution qu'il va y avoir sur l'horizon. Donc, il va y avoir des gens un peu plus vieux, le vieillissement de la population, qui vont voter et puis qui vont voter pour des partis. Ces partis-là, une fois qu'ils sont élus, ben, ils vont pouvoir commencer à modifier des projets de loi ou émettre des décrets ou être élus ministres. Et puis, après ça, ben, une fois qu'on a un ministère, puis on a Hydro-Québec qui n'est pas un ministère, mais qui a, selon moi, un grand pouvoir exécutif dans notre société québécoise. Quand j'ai des débats avec les gens d'Hydro-Québec, ils me disent « Ah, mais on n'est pas vraiment le pouvoir exécutif. » Ben, je pense que oui. Je pense qu'Hydro-Québec, une fois que son cadre légal est là, il essaye de naviguer à l'intérieur de ça. Et puis, mais concrètement au Québec, on a vraiment le premier ministre aussi qui s'implique beaucoup dans l'exécutif, dans l'énergie en ce moment. Puis on a M. Sabia. Et il y a au Québec un pouvoir judiciaire, je devrais dire quasi-judiciaire dans le cadre du secteur de l'énergie. Et puis, évidemment, on a le nouveau président qui est M. Benoît Pépin. Puis on a Philippe Doyon qui a été nommé directeur général. Donc, j'ai mis des photos, si jamais vous les rencontrez. Vous allez pouvoir les voir. Fait que, évidemment, ce que je pense de ça, c'est je pense qu'en ce moment, le projet de loi, il y a énormément de concentration vers le centre. Par contre, il y a des élections qui s'en viennent en 2026. Donc, vous voyez les dates clés, là. PGIR 2026, la pointe 2026. Fait qu'évidemment, le peuple va avoir à se prononcer sur certains éléments, soit que ça va être passé de force ou il va falloir qu'il se prononce sur ce que les partis politiques veulent en faire, mais ça s'en vient au Québec. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour essayer d'avoir un débat avant les prochaines élections. Et puis, si jamais c'est complètement un nouveau parti qui est là, bien, ça se peut que tout ça prenne le bord. Et on recommence. Ça, c'est le premier enjeu. Je vais y revenir parce que ça, c'est lié au déploiement du PG. Le deuxième enjeu, c'est la tarification, le signal de prix qui n'est pas là. Mon collègue Pierre-Olivier parle souvent du fait que les tarifs d'électricité sont trop bas. Moi, je vais vous parler, je pense que le signal de prix à la pointe est trop absent. Ici, là, ça, c'est sur le site là, de la chaire. Là, vous pouvez aller voir en temps réel. Ça, c'était pris vendredi. Vous pouvez voir les profils de charge sur 7 jours, sur une journée. Puis, vous voyez un petit peu les profils de charge. Donc, en ce moment, on n'a pas de problème. On est à 25 000 mégawattheures. On n'a pas de problème. Par contre, si vous regardez les données, d'ailleurs, que Héloïse a présentées, là, ça, c'est les données, quand vous cliquez sur le lien, on peut les avoir en temps réel. Bien, on voit qu'en 2022, on a eu, des fois, on a eu besoin de 40 000 là, au mois de janvier, à quelques occasions. Héloïse l'a bien présenté, même mieux que ça. Et puis, en 2023, on a eu une journée, 2-3 jours consécutifs là, qui ont été plus problématiques, mais le reste, on dit qu'on a eu un hiver chaud l'année passée. Les revenus étaient moindres, Hydro-Québec l'a mentionné, sauf qu'on a quand même eu une pointe plus élevée que l'autre avant. Donc, la question de la pointe, elle est importante. Elle peut coûter cher dans la transition énergétique. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, avec surtout la présentation d'Héloïse. Maintenant, comment on tarifie la pointe? En ce moment, dans le secteur
domestique, et je devrais parler aussi du secteur commercial et petit industriel, le tarif G. Le tarif général, il n'y a pas de signal de pointe, comme le tarif D. Le tarif général, en fait, il est identique au tarif D, sauf que les paliers sont régressifs au lieu d'être progressifs en ce moment, ce qui est aussi une aberration. En ce moment, le tarif D actuel il est à 6,75 pour les premiers 40 kWh, puis 10 pour le reste. Il n'y a aucune pénalité de la pointe dans le tarif actuel G et D, mais sur D à 50 kW. Donc, on parlait tantôt là, de la problématique des bornes de recharge, et je veux me recharger mon véhicule en 30 secondes, j'exagère, mais 15 kW dans le garage, plus 15 kW pour chauffer, 30 kW, ben, pas de problème, je peux aller jusqu'à 50 kW, je n'ai aucun signal de prix pour la pointe. Comment ça peut encourager les investissements? À mon avis, oui, c'est vrai qu'on ne paye pas cher du kilowattheure, mais surtout, on n'a aucun signal de pointe à tout moment dans l'année. Donc, ça, c'est une problématique pour le tarif D. La bonne nouvelle, avec le projet de loi 69, avec ce que Hydro-Québec a déposé, c'est qu'il existe un tarif qui est là, qui est disponible, qui est déjà en place, qui est le tarif FlexD, qui lui offre des opportunités de réduction de coûts de 30 %. Regardez, là, donc, en période d'été, en période d'hiver, on peut aller jusqu'à 30 %. Regardez l'économie, c'est 30 %, l'autre 22 % deuxième palier. Fait qu'évidemment, quand on parle d'incitatifs pour calculer la rentabilité des options, bien, c'est ça qu'il faut regarder. Ici, on m'a parlé aussi, le troisième point, c'est le gaz, la biénergie. Bon, on a vu les profils de charge, on a un profil de charge électrique qu'on a vu tout à l'heure, et on a le profil de gaz naturel au Québec. Mais vraiment, les deux profils se superposent. Donc, si on fait la transition rapide, il y a des chances aussi que on va augmenter la problématique de la pointe. La biénergie, est-ce qu'on doit la considérer dans un scénario? Je vous montre ici des exemples très rapides de ce qui a été fait au Manitoba. Manitoba, c'est simple, ils ont la compagnie de gaz et la compagnie d'électricité qui sont les mêmes propriétaires. Donc, ce qu'ils ont fait, eux autres, c'est qu'ils ont dit, on va faire un scénario 1, on ne fait pas grand-chose. 2, 3, on met la biénergie, on la garde en transition. Et 4, on sort la biénergie complètement. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, en fait, qu'entre le scénario, on va regarder le scénario 3 et le scénario 4. Le scénario 3, la biénergie va contribuer à 26 % des ménages. Il va encore avoir 26 % des ménages qui vont avoir de la biénergie d'ici 2042. Dans le scénario 4, ben là, il va quand même en rester, mais seulement 20 %, surtout dans les vieilles institutions, les vieilles maisons. Donc, quand ils ont fait cette analyse-là, ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu évidemment que la demande en électricité, surtout la pointe, était beaucoup plus élevée sans la biénergie qu'avec la biénergie. Et là, j'ai passé rapidement, mais il y a la biénergie électrique là, que vous avez dans le scénario 4, qui est l'équivalent de l'accumulation de chaleur. Qu'est-ce que ça donne? Et vous n'êtes pas surpris de voir que ces scénarios-là donnent des coûts unitaires super élevés dans le scénario 4, beaucoup plus élevés que le scénario 3 ou le scénario 2 ou le scénario 1. Ce qui nous amène au dernier point, le plan de gestion intégrée des ressources. Donc, ce genre de courbe-là, on ne l'a pas au Québec. Il faut le faire. Dans le projet de loi, on nous dit qu'on doit déposer un plan de gestion intégrée des ressources. Je vous montre le processus qui est au Manitoba pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on devrait faire. Je dirais qu'au Québec, on est rendu à l'étape 2, selon le projet de loi. On est rendu à les éléments clés des scénarios, résultats de la modélisation, résultats préliminaires. Et au moment où on se parle, le MIE est en appel d'offres pour trouver des firmes qui vont l'aider à faire l'étape 2. Ce que j'ai peur, c'est qu'on retarde trop le processus. Je pense qu'on est dû pour avoir un débat là-dessus avec des vrais chiffres, un peu comme on voit dans Manitoba ou n'importe quel modèle, c'est le plus important. Et je pense que le PG devrait être déposé à la Régie en avril 2026, comme le projet de loi est là, avec une recommandation de trajectoire du ministère, donc du gouvernement en place, parfait. Mais il devrait y avoir des audiences publiques devant la Régie pour mieux comprendre les intrants, les hypothèses qui ont été mis là-dedans pour arriver à cette recommandation-là. La Régie va ensuite, bon, évidemment, avec des audiences publiques et tous les intervenants qui vont venir, la Régie va ensuite émettre un avis au ministre. Et là, est-ce que du 1er avril jusqu'aux élections en octobre, ça va être le même ministre? Je ne sais pas. Mais à tout le moins, avec cet avis-là, le nouveau ministre pourrait orienter où est-ce qu'on s'en va, dans laquelle trajectoire c'est intéressant. Donc, c'est un peu ça que
je vais vous parler des 3 enjeux. En plus de savoir c'est quoi les enjeux, il y a la séparation des pouvoirs. À mon avis, elle est dangereuse parce qu'elle concentre énormément de pouvoir vers le ministre. C'est lui qui va décider de la trajectoire selon le projet de loi actuel. Donc, ça, c'est une préoccupation que j'ai. La tarification à la pointe, je pense qu'il faut y aller. Première chose qu'il faut faire, il faut enlever 50 kilowatts là, dans le D. Il faut le descendre à 30. Là. On peut le faire demain matin. J'ai parlé avec les gens d'Hydro-Québec. Ils ont dit, ben, on va y aller tranquillement. On aurait dû, dans le dossier tarifaire actuel, y aller tout de suite avec 30 mégawatts avant d'avoir une pénalité, mais bon. Ensuite, il faut commencer tranquillement à imposer, dans la nouvelle construction, par exemple, un signal à la pointe avec le FlexD ou un équivalent du FlexD dans le commercial. La Biénergie, écoutez, c'est un grand débat. Mais c'est clair que si on utilise à tout le moins les infrastructures de gaz qui sont présentes, pas en nouvelle construction ou pas en nouveau développement, mais ceux qui sont là, puis on dit, garde ton compteur accroché après la bâtisse pour 100 heures jusqu'en 2035. Puis on verra si en 2050, on a encore besoin de laisser le compteur de gaz accroché après les bâtisses. Mais jusqu'en 2035, pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas là pour ces 100 heures-là? Ça réduirait les coûts. Et finalement, le premier préjugé, ça nous permet de voir plus clair en termes d'objectifs économiques, de GES, puis d'impact tarifaire. J'espère que ça fait le tour un peu des enjeux que j'ai vus pour voir au projet de loi 35.4. Merci. Tout ça en live. Merci beaucoup, professeur Odette. Je vais maintenant présenter Monsieur Danfous. Martin Danfous est maire de la ville de Varennes depuis 2009 et depuis mai 2023, président de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Monsieur Danfous est un homme politique engagé dont l'action locale et nationale est guidée par 3 grandes priorités. L'environnement, la famille et la gestion responsable. Grand représentant des élus municipaux du Québec depuis un peu plus d'1 an, Martin Danfous a initié au titre de sa présidence le Grand Plan Énergie qui repose sur 4 grands leviers d'action, la consommation différenciée, la promotion de l'acceptabilité sociale, l'accélération de la production d'énergie et le développement de partenariats stratégiques. Monsieur Danfous, si vous voulez bien venir nous présenter ce plan en détail. Et on peut l'applaudir, merci. Merci dans un premier temps pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Je profite pour saluer M. Andreas, à qui je vais parler tantôt d'un beau projet qu'on a réalisé ensemble à Varennes. M. Odette, je ne suis pas un spécialiste en énergie, mais j'ai trouvé très intéressante votre présentation. Il y a des éléments qui risquent de se recouper, mais j'aurai une approche peut-être un peu différente, mais d'après moi, très complémentaire. En plus d'être maire de Varennes depuis 2009, j'ai aussi le privilège d'être le président de la CEMEC, Société d'économie mixte de l'Est de la Couronne Sud, le plus important centre de biométhanisation canadien, qui dessert 730 000 citoyens. Donc, sans plus tarder, le plan énergie de l'UMQ, où le courant passe par les municipalités, juste avant, vous me permettrez de parler de climat. Parce que, soyons francs, c'est hallucinant de voir dans les derniers mois, dernières années, et là, je fais un retour de 2 ans seulement, tout ce qu'on a vécu, le milieu municipal, tout ce que le Québec a vécu, mais on n'est pas seul. On est partout sur la planète avec les mêmes enjeux. J'arrive, il y a 2 jours à peine, de l'Europe. On parle beaucoup de l'Espagne. C'est fou comment c'est difficile. Les feux de forêt, les inondations, le 9 août à Varennes, 400 sous-sols inondés. Les tornades, pas juste aux États-Unis, jusque chez nous. Et bien sûr, l'érosion des berges, c'est à tous les niveaux où ça frappe très fort. On parle beaucoup d'hydroélectricité au Québec, c'est assurément notre plus grande fierté. Avec raison.
depuis les 60 dernières années, on se sent privilégié, on se sent très gâté de l'électricité verte, d'hydroélectricité. Et on nous répète depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'on en a tellement qu'on va en vendre aux États-Unis. Et ça va bien. Imaginez vendre notre hydroélectricité aux États en argent US. On va être riche. Et tout le monde applaudissait ça il y a quelques années à peine. Puis là, je ne dis pas il y a 20 ans, il y a quelques dodos à peine. Et là, on nous dit, oups, en quelques jours, mois, années à peine, fin du surplus énergétique en 2027. Et oui, Hydro-Québec a tenté de stopper le contrat avec les Américains, le Massachusetts, le Maine, New York. Impossible. Les risques financiers étaient beaucoup trop importants. On est pris avec ça. Mais là, on veut décarboner le Québec. On veut continuer à prospérer, électrifier nos transports. Il va nous manquer d'énergie. Pourquoi j'ai mis tant d'énergie, jeu de mots, sur le plan énergie de l'UMQ? C'est parce que j'apprenais il y a à peine 2 ans plusieurs municipalités de partout au Québec me dire, Martin, on travaille pour des projets majeurs, des projets structurants pour notre communauté. On est à l'émission du permis. Enfin, des fois, c'est 7 à 10 ans de démarche pour y arriver. Et là, la ville est contente, en plus des revenus générés pour l'émission du permis. On est prêt à le faire, ça va construire, ça va générer des emplois. La vitalité économique de notre région sera exceptionnelle. Oups, temps mort. Hydro-Québec vient nous dire, nous n'avons pas malheureusement le bloc énergétique pour que vous puissiez construire. Mais ça, là, ça ne s'est jamais vu au Québec et c'est un drame en soi. M. Fitzgibbon, avant de quitter, il était aux assises, notre congrès annuel de l'UMQ, en mai passé. Il est venu nous avouer devant nous, sans aucun détour, qu'il avait 174 projets majeurs structurants pour le Québec, en industriel et commercial, partout. Il est capable d'en accepter un seul. 1 sur 174. Non, mais sincèrement, c'est un drame. C'est inimaginable qu'on en soit rendu là au Québec. Donc, vous comprenez ma motivation pour intervenir rapidement. Et pourquoi le milieu municipal est un joueur incontournable? Bien, en fait, vous le savez, on en entend parler sur toutes les tribunes. Nous sommes le gouvernement de proximité. Gouvernement de proximité, ça veut dire celui qui est le plus près de la population. Celui dont la population écoute le plus. Ce n'est pas le provincial, encore moins le fédéral, pas sûr qu'il écoute beaucoup Hydro. Je vais vous en parler de l'écoute de la population face à Hydro-Québec. Donc, on intervient sur 4 leviers seulement. Gardons ça simple. Étape 1, consommer différemment. C'est dans les sections que j'ai beaucoup aimées de votre point de vue. C'est qu'en fait, l'électricité coûte tellement pas cher au Québec. C'est quoi? C'est 10 fois plus en Europe. Eux font attention, ça coûte cher. Nous, on s'en fout. Combien de lumières de Noël vous voyez allumées jusqu'en juillet? Les gens s'en foutent. Ça coûte pas cher. Donc, l'effet de la pointe, je suis 100% d'accord avec ce qu'on a entendu tantôt, ça prend un impact tarifaire pour forcer les gens à intervenir. Tant mieux, on n'est pas comme en Europe, comme la France, où l'impact de la guerre russo-ukrainienne a eu un impact instantané. Ils ont eu peur de manquer d'énergie, réduction instantanée de 30% dans leur consommation énergétique. Ce qui est important. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais au Québec, l'impact n'est pas important. Qu'est-ce qui est arrivé? Hydro-Québec fait des tentatives. ILO, c'est un bel exemple. Mais on va investir des millions en publicité. On va se croiser les doigts que la population embarque, mais on va y aller très, très, très doucement. Mais là, c'est Hydro-Québec qui parle à la population en espérant les convaincre de consommer mieux et plus intelligemment pour consommer moins. Mais on nous répète depuis 60 ans qu'on a de l'énergie en profusion, on l'en vend aux États-Unis. Mais ce n'est pas crédible comme message. Ils ont eu quoi? Moins de 2% de pénétration dans le milieu municipal. Moins de 2%.
après combien de dizaines et de centaines de millions de dollars en publicité, ce que j'ai proposé à Hydro-Québec, et on l'a fait l'année passée. Permettez-moi de faire un projet pilote avec vous. 3 mois d'hiver, Varennes seulement. Varennes deviendra l'interlocuteur auprès de sa population pour les convaincre d'adhérer à ILO. Et si ça marche, tout le monde est content, mais permettez-moi de le tester. Étonnamment, ils ont dit oui. On l'a testé. 10 fois plus d'adhérents, juste parce qu'on a décidé de convaincre notre population qu'on devait le faire. 10 fois plus. Et il y a un programme ILO municipal qui s'en vient, on va l'espérer, dans les prochaines semaines. Donc, ça, c'est le premier volet qui est nécessaire, mais il faut travailler beaucoup mieux. L'acceptabilité sociale. C'est un enjeu qui est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Tous les paliers de gouvernement, le milieu municipal, provincial, fédéral, barrage, Hydro-Québec, n'importe quoi. C'est fou comment une dizaine de personnes, à travers les médias sociaux, ont l'air de 10 000 parce qu'ils réussissent à faire changer d'idée des élus parce que, soi-disant, il ne faut pas que tel ou tel projet puisse voir le jour. Mais ça, c'est une pression qui est énorme. On veut, par exemple, dans une municipalité, passer d'un duplex à un 4 logements. Les voisins immédiats vont contester, puis poups, référendum, le projet n'existe même plus. Mais c'est fou. Fait qu'imaginez construire, des nouveaux barrages, imaginez ajouter des éoliennes, imaginez ajouter tout ce qui peut potentiellement déranger des voisins, ça, c'est compliqué. Fait que penser qu'Hydro-Québec ou le gouvernement du Québec peut réussir facilement à convaincre la population seule, oubliez ça. Sans le milieu municipal, à mon avis, c'est très compliqué. La production d'énergie, on l'a tous senti, Hydro-Québec a démontré beaucoup plus d'ouverture que par le passé. On le voit dans l'éolien. L'éolien, ça fait 15-20 ans qu'on en voit surtout en Gaspésie. Et la participation municipale est importante. Ils sont propriétaires des parcs éoliens à 50 % avec le privé. Ils ont donc leur part de redevance et leur part de profit. Donc, imaginez l'impact de l'acceptabilité sociale quand la municipalité, et là en Gaspésie, sont 202, dire à leur population qu'on va limiter l'augmentation de votre compte de taxes. On pourra même offrir de nouveaux services parce qu'on va produire notre propre énergie propre. Donc, ça donne d'excellents résultats. Est-ce qu'ils ont eu des difficultés il y a 15 ans? Bien sûr. Tout le monde était convaincu que les éoliennes allaient tuer tous les oiseaux du monde, on allait avoir des maladies mentales, et toutes les histoires et les enneries qu'on peut imaginer entendre, ben, ils les ont entendues. Mais aujourd'hui, ils en veulent encore plus. Ils ont eu dernièrement 1000 kilowattheures, ou je ne me souviens plus du terme exact, de nouvelles éoliennes avec 850 km de nouvelles lignes de transport. Et ça, c'est absolument génial. Ma MRC, où je suis sur la rive sud de Montréal, la MRC Marguerite-Duville, on est dans le processus pour espérer convaincre notre population d'accepter des éoliennes. On a un potentiel de 34. On a de très gros demandeurs d'énergie, mais on ne veut surtout pas que notre économie stagne. On a encore d'autres beaux projets. On veut être capable de fournir notre propre énergie. Là, on parle d'éoliennes, mais on peut autant parler de solaire. Et là-dessus aussi, le gouvernement du Québec, Hydro-Québec plutôt, a démontré de l'ouverture avec le solaire. Pourtant, en Europe, il y en a partout. Mais au Québec, on a tellement dépendu, vous le savez mieux que moi, de l'hydroélectricité qu'on a manqué beaucoup d'ouverture. Là, il y en a en ce moment et c'est tant mieux. Parce que mettre du solaire sur des toits, j'en ai vu plein dans tous les édifices commerciaux, sont à peu près remplis de toits. On le voit sur les toits résidentiels. Mais pourquoi on n'en voit à peu près jamais au Québec? Vous le savez, l'électricité ne coûte pas cher, ce n'est pas rentable de faire du solaire, donc on va rester avec l'hydroélectricité. Mais malheureusement, ça fait en sorte qu'on n'en a à peu près pas. Développer des partenariats, bien, si je vous ai donné l'exemple d'ILO avec le milieu municipal et Hydro-Québec, il faut faire la même chose avec le gouvernement du Québec. Il faut faire la même chose avec les entreprises, que ce soit éoliennes, les entreprises solaires. Le milieu municipal travailler seul, impossible. Le gouvernement du Québec travailler seul, ce sera difficile.
Hydro-Québec travaillait seul, on l'a vu avec l'exemple d'Îlot, ce sera assurément difficile. Travailler ensemble, on a assurément beaucoup plus de chances de succès. Et c'est Michael Sebia, lors de nos mêmes assises, où M. Fitzgibbon est venu dire qu'il pouvait accepter un projet sur 174, qui est venu nous dire que vous êtes le gouvernement de proximité. Nous avons compris que vous avez un canal de communication privilégié avec les citoyens. Nous voudrions travailler avec les municipalités parce que je pense que vous détenez la clé de l'acceptabilité sociale. C'est mot à mot ce qu'il a mentionné. Et il a raison. En commission parlementaire, ben, sans trop m'attarder sur le PL 69, on en a parlé beaucoup tantôt. C'est un grand chantier. Ce qu'on veut s'assurer dans le milieu municipal, c'est qu'on puisse maintenir la participation communautaire, entre autres dans les projets éoliens, dans les éventuels projets solaires. Il y a des appels d'offres qui s'en viennent bientôt, mais on devrait aller éventuellement beaucoup plus loin. Prenons la captation de la chaleur. On a de grandes entreprises, puis je vais parler pour Varennes, je les connais bien. On a un des plus grands centres de données, qui est celui d'Amazon, qui est chez nous. 50% de l'énergie consommée, ce qui est énorme, est renvoyée en chaleur. Il n'est pas capté et envoyé au firmament. Encore une fois, en Europe, ils le savent depuis longtemps, ils la captent parce que l'électricité coûte cher, donc ils sont plus créatifs. On n'a pas eu à faire ces efforts-là, malheureusement, mais c'est à nous de se rendre là pour démontrer l'innovation qu'on est capable de mettre de l'avant. Et c'est là où je parlais d'Andreas, je le remerciais parce qu'à Varennes, on a été fiers d'innover et de mettre en place le premier bâtiment public net zéro, la bibliothèque de Varennes avec le concours de Concordia. On a ouvert ce bâtiment-là en 2019 et on est très fiers de ce bâtiment-là. Et je vous disais que j'arrive il y a 2 jours à peine, j'étais en Europe. Ma dernière rencontre, c'était justement en Belgique, à Tournai. Et ce qui m'a fasciné, c'est de voir qu'ils ont, dans ce secteur industriel-là, 12 éoliennes. Puis quand je dis dans le secteur industriel, ils sont à 35 mètres des bâtisses. J'ai bien dit 35 mètres des bâtisses. Et les bâtisses, dans bien des cas, sont arrivées après que l'éolienne soit là. Et pourquoi ils ont un intérêt? C'est parce qu'ils savent que l'énergie sera verte, l'énergie arrivera dans le secteur, et ce secteur-là à tourner est positif en énergie. Vous comprenez qu'ils produisent plus que ce que l'ensemble des entreprises sur le territoire du secteur industriel consomment. Là-dessus, merci à tous. Monsieur Odette, c'est à tout le monde. Merci, merci à tous les trois pour vos présentations. Je vais commencer avec une première question pour Sylvain Odette et Martin Danfous. Notamment sur la séparation des pouvoirs. Vous avez présenté la séparation classique des pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires. Monsieur Odette, généralement, les professeurs de droit constitutionnel aiment bien en ajouter un 4e, c'est le pouvoir local. Monsieur Danfous ou Monsieur Odette en premier, comme vous voulez, sur le projet de loi 69, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se passe pour les municipalités? Juste pour revenir sur, en fait, le pouvoir local, et M. Danfous l'a bien dit, c'est la proximité avec les gens. Donc, c'est eux qui votent. Hein. Ils votent localement, mais après ça, ils votent au niveau de la province aux 4 ans. Ils ont le pouvoir avant l'Assemblée législative, donc le pouvoir législatif. Donc, ils peuvent influencer les projets de loi. Mais je ne pense pas qu'on peut trouver l'unanimité. Là, je vais laisser M. Danfous. Je suis sûr que ça arrive des fois, même si l'idée est très bonne, qu'il y a des gens qui s'opposent. Monsieur Danfous. Ben, je vous dirais que le partage du pouvoir, le parallèle que j'ai le goût de faire, c'est bien sûr qu'on veut la participation citoyenne dans les projets énergétiques.
On ne s'attend pas à être seul. On n'a pas la compétence pour le faire. Mais par contre, on est très conscient de la complexité. Puis je vais prendre l'exemple dans la région de Shawinigan du fameux projet de test d'une production autonome pour une entreprise. Je vois l'innovation en ça, mais je vois aussi le grand risque d'une forme de perte de contrôle. Fait que c'est pas tant ce qu'on souhaite. On souhaite être présent, mais les ouvertures sur la tarification, sur les pointes, les ouvertures sur l'exemple qu'on a à la bibliothèque de Varennes, Hydro-Québec ne permet pas de transférer à Hydro-Québec à nos frais plus de 50 kWh. Donc, quand on produit plus en été sans consommer, ben, l'excédent du 50 kWh, je le perds. Mais ça enlève beaucoup de motivation aux gens de participer puis d'élaborer. Donc, pour revenir à la participation citoyenne municipale, on la souhaite très présente parce qu'on sait que ça pourra faire une grande différence dans l'acceptabilité sociale. Merci. Donc vous avez parlé de la tarification de la pointe. Tous depuis ce matin, on en parle beaucoup. Monsieur Kabara, est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur la relation entre le prix finalement de l'électricité et l'innovation? Oui, En anglais ou en français, comme je vous prendrai préférez. en anglais pour gagner le temps pour tout le monde aussi aujourd'hui, mais merci. Yeah, I mean, I think that as I was saying in my presentation, the cost to the consumer will be highly dependent on a lot of variables. And Hydro-Quebec's plan to basically cap the rate increase is one mechanism of basically ensuring that there's some level of management for the cost for the consumer. I think in terms of the innovation piece, one of the things that we're seeing is that the overall cost might be good for the society, as I mentioned in my presentation, but how do we actually solve for the distribution problem? And I think this is where innovation, in terms of how we charge for different things, how we measure electricity consumption, specifically in terms of, whether we just keep doing energy-based charging or power. There's a lot of mechanisms for innovation in this space where, if the outcome is to basically make sure that people who cannot afford, who are going to be impacted from an affordability perspective are not, going to be left behind, I think we can look at not just technology, but also regulatory innovation. Si je peux, cette question-là m'anime beaucoup. Puis on a parlé de l'Europe. L'Europe a eu besoin d'aller plus loin au niveau de la tarification de la pointe avant nous, l'électricité chère. Puis j'ai une expérience personnelle là, pour avoir déjà eu une propriété en Europe. Là-bas, le tarif, il y a un tarif de base qui la pointe sociale, c'est 3 kW. Donc, quand on arrive, là, puis qu'on rénove une maison, un appartement, on dit, vous avez 3 kW, puis si vous prenez 3 kW, voici votre coût du kilowattheure que vous allez payer après, de la consommation. Mais mon électricien, il dit, mais attention, Sylvain, il dit, toi, il dit, tu vas venir ici en été? Oui, en Italie, tu sais. Il dit, tu vas venir ici en été, tu vas avoir besoin d'une thermopompe, puis tu vas vouloir installer la climatisation. Je dis, oui. Ben, il dit, ça ne sera pas suffisant, 3 kW. Parce que tu as 2 chambres à coucher, puis tu veux peut-être la cuisine aussi, donc ça va te prendre 6 kW. En moins que je te mette un accumulateur de chaleur combiné à ta thermopompe, là, il dit ça va te prendre 4 kW. Cette discussion-là, avec l'électricien, pas avec Hydro-Québec ou Enel à l'époque, pourquoi est-ce que lui, il a initié cette discussion-là avec moi? C'est en raison du fait qu'il me forçait à choisir en fonction de mes besoins de puissance. On n'a pas ça ici du tout. Et si je peux me permettre, la modulation de la tarification, à mon avis, est la seule façon de réduire la consommation des pointes, mais ça prend du courage politique pour le faire. Parce qu'à chaque fois qu'on entend parler de variation de tarification, on entend beaucoup de groupes sociaux sortir en disant, mais c'est ça, vous voulez venir facturer davantage le citoyen. Mais moi, ce n'est pas comme ça que je l'entends, puis ce n'est pas comme ça qu'on devrait passer le message. C'est que si vous faites attention de ne pas faire exprès de consommer, l'exemple du chargement de la voiture dans les périodes de pointe, si on était juste capable d'avoir une bidule, une minuterie
qui va dire, mais même si j'arrive pour me charger à 5 heures de la soirée, il va commencer à charger à minuit le soir. La même chose pour le réservoir d'eau chaude. Donc, ça va forcer le citoyen à faire attention. Et celui ou celle qui fera attention va consommer moins d'énergie. C'est comme ça qu'il faut le vendre. Malheureusement, ça ne sort pas comme ça. On dit Souvent souvent qu'au Québec, si on va aller rapidement, on a juste 100 heures à s'occuper là, à court terme. Fait que si on met des limites sur la pointe, ben là, tu dis, écoute, pendant 100 heures, il faut faire que tu fasses bien attention. Le reste de l'année, ça devrait être correct. Fait que si déjà, on pourrait déjà s'attaquer à ça, on ferait déjà un pas, puis il y aurait des solutions qui apparaîtraient pour aller chercher ce 100 heures-là. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a aucun incitatif. On entend souvent que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Je pense que c'est un peu l'objet de cette conversation. Et dans la même logique, Monsieur Danfous, quand on est maire, on a à sa disposition des compétences qui peuvent être des leviers formidables en matière d'innovation notamment et en matière de transition sociétale et énergétique. Je pense par exemple au bâtimentaire. La rénovation bâtimentaire, on sait que c'est un grand challenge pour le Québec. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les rôles des municipalités, notamment par exemple en matière de rénovation bâtimentaire, mais aussi d'autres compétences qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la transition énergétique? Ben, je pense que l'exemple que j'ai montré de la bibliothèque Net Zéro de Varennes est un bel exemple. D'oser innover. Bon, je comprends que ça représentait un coût de 30 additionnel. Attention, l'estimation du coût d'un bâtiment traditionnel de cette grandeur-là coûte normalement 100 000 $ par année en énergie. Ça m'en coûte zéro. Donc, il faut être prêt à subventionner sur une plus longue période un bâtiment innovant. La rénovation, c'est un enjeu important, c'est des coûts importants. Un des pouvoirs importants que nous avons dans le milieu municipal, c'est de venir subventionner des initiatives, comme par exemple le solaire, la borne électrique, tous les appareils électriques, la tondeuse, le weed eater, tout ça, c'est des pouvoirs que nous avons et que Varennes a mis de l'avant. Et vous seriez étonné de voir comment ça fonctionne et comment les gens ont de l'intérêt. Mais si on avait un coup de main d'Hydro-Québec, par exemple, pour les subventions, comme ils le font pour les véhicules électriques, si on était capable d'avoir un coup de main pour le solaire, pour les batteries, pour la géothermie, on pourrait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Merci beaucoup. Toujours dans la continuité, est-ce que, Monsieur Odette, vous pouvez nous parler un peu plus du rôle de la commande publique et de la manière dont le projet de loi 69 fait évoluer les règles sur cet aspect? La commande publique, qu'est-ce que tu veux dire par L'achat et en fait tous les flux financiers qui passent notamment par l'État et par toutes les institutions. Donc, tu parles du financement de la transition? Mm-hmm. Oui. Ben, écoutez, c'est certain que là, tu as présenté justement un bel exemple. Ben, regardez toute la croissance des investissements qu'on a eus. Et puis à un moment donné, ça l'a plafonné. Et puis là, on veut peut-être même pas avoir un taux de croissance de 10 %. On veut juste revenir à 5 % pour atteindre la transition énergétique. Pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est les capitaux. On a eu accès à des capitaux. Puis lorsqu'on finance des infrastructures énergétiques, on peut aller emprunter à la banque, puis on peut aller chercher des actions si on est en situation privée, ou si c'est le gouvernement qui met de l'argent dedans, ben, il va émettre des obligations d'Hydro-Québec qui vont être l'équivalent des actions. Ben, ça vient des poches des gens quand c'est privé. Mais en gros, c'est comment est-ce qu'on va être capable d'aller investir le montant qu'on a besoin en mobilisant de la dette avec un ratio dette-équité qui est acceptable, qui va faire qu'on va payer moins cher au niveau des taux d'intérêt et puis qu'on va être capable d'avoir un rendement pour l'actionnaire intéressant. Et là, on soulève le débat privé-public quand on fait ça. Parce que Hydro-Québec a accès, quand il dépasse $1, il est capable d'aller chercher 70 sous en dette à un bon taux, parce qu'il y a une belle cote de crédit. Et puis l'autre 30 ben là, c'est de l'argent, c'est d'obligation, c'est le gouvernement, c'est nous autres éventuellement, c'est l'actionnaire qui va le mettre dedans. Tandis qu'un privé qui va faire le même projet, lui, il va plus aller chercher du 55 % dette, puis son taux va peut-être être plus élevé, c'est pas une bonne cote de crédit, puis l'actionnaire va peut-être en demander plus. Donc, le financement de la transition énergétique, il revient à ça,
Et puis après, c'est de dire, OK, mais est-ce que la productivité de la fonction publique peut être égale, même si elle est un peu inférieure, est-ce qu'elle peut réussir à faire le même travail d'infrastructure nécessaire à la transition que le privé peut faire? Ben, là, évidemment, on va dire que Hydro-Québec est moins efficace, il y a plus de contrats, voyons, les syndicats sont trop forts. Le débat qu'on va avoir au niveau du financement du privé-public, ça recoupe au coût. Là. Je veux dire, si ça coûte moins cher utiliser le privé parce que le risque est transféré là, on devrait l'utiliser. Si ça coûte moins cher utiliser le public, on devrait le faire. Oui, mais ça, c'est un débat qui, à mon avis, est plus difficile à avoir. Je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais en ce moment, euh, il y a une place pour le privé lorsque le risque est élevé, puis il y a une place pour le public lorsque le risque est faible. Puis il va falloir qu'on fasse ces choix-là là-dedans, puis essayer d'avancer. Merci. En fait, je réagis, ça me fait penser parfois, moi, j'ai l'impression que la transition énergétique, c'est une question de voir long, de voir au long terme. Et les dernières tendances, on va dire, économiques de l'Occident, d'une manière générale, ont plutôt été de voir court terme. Monsieur Kabara, comment vous voyez ça? Est-ce que la transition énergétique n'est pas justement un bon moment pour essayer de remettre un petit peu de long terme dans les politiques publiques? Yeah, I've been thinking a lot about this question in the context of the election last week and also the current political climate, right? And I'm still kind of thinking about sort of what is the universe of climate action that we have. And I think there's three categories that I see. We might have difficulty placing certain actions within those categories, but I think there's a list of actions that really you only want to take if you care about the climate crisis. You know, there's going to be an additional cost. If you put in a framework which is like the cost to the planet and the externalities, and in 50 years we're going to spend billions of dollars if we don't do anything today. Sure, you can make that argument, but that's so hard to quantify, and it's really hard to convince people. Like look at what happened during COVID, right? Like it's just the thing was right here, the implications were there, and we couldn't really convince many people of the cost to the society. So I think that is one set of action where your main motivation really is pushing climate solutions because you care about the climate crisis and you believe in the existential threat to the point where you really believe that we have to make those investments. The second set of the category is really like where it's things that doesn't really cost a lot more. It might cost a little bit more, might cost a little bit less, but it is a change to the status quo. You're still going to face resistance because you're changing a system. So there's risks there, right? But there's also benefits where you can have, like, for example, supply chain security. You can have an energy independence. You can have better comfort, better efficiency. Like all of these things come along for the ride. And I think that is one list of action there where the economic benefits don't necessarily come right away, but it's not a huge cost to society. And I think there's a third category, which is like kind of the example, that was just given in the building sector, where you will have sort of a slam dunk when it comes to the economics. Like these are a set of actions that I see that even in the absence of a climate emergency and a climate crisis, with the existence of those technologies, you would still make those actions every day, every time, because they make so much economic sense within the existing economic framework. You don't have to cost in externalities of what the cost of society would be because of forest fires. You don't have to do any of that. You can just use the current framework. And I think that the current political landscape that we're in, my kind of intuition is telling me that we have so many actions that fit under that bucket that even if we just focus on that right now, we're still, that is still a really good enabler for basically kickstarting market transformation, whether it's in the building sector, whether it's in transportation sector. So in the building sector, think about, we have around 1 million homes in Canada that heat with oil, right? If we transformed 1 million homes in Canada to get them off oil and having a cheaper energy source in 4 to 8 years, I see that as a huge win, even if we do nothing with people that are heating currently with gas. So I think it's that the idea is that, the long and short term, it really depends on the political will. And
I feel like there is like a set of actions that can start to reap having benefits in the immediate. And I think changing the narrative, like changing the narrative of people who care about this are people who drive Teslas and are kind of live in urban centers and are elitists, right? To actually people who heat with oil, they live in conservative ridings and they're actually become, how do we get those people to become the ambassadors of the economic benefits of this transition? And I think we're going to require us to be more targeted, like be more focused. Because right now we're looking at the universe of climate action with those 3 buckets and saying that all of these are beneficial economically. So that dilutes the actual set of actions that is truly near-term beneficial. I think we just need to be honest about that spectrum, and we need to have better information and better data to be able to segregate them and be able to tell when one starts, when one ends, and where there is ambiguity, being honest about that ambiguity. Monsieur Odette, sur Est-ce que c'est le gouvernement qui doit prendre ce risque-là? Est-ce que c'est le secteur privé, le marché ou les individus qui doivent décider concrètement, je veux mettre un accumulateur de chaleur, qui prend ce risque-là? Qui doit prendre ce risque-là? Non, mais c'est une bonne question parce qu'au fond, je vais juste rebondir sur un programme fédéral qui a été un beau succès, mais malheureusement, il a tellement été un bon succès qu'ils l'ont fermé. Une maison verte. Ben, écoutez, c'est 5 000 de subvention. Tu veux mettre du solaire sur ton toit, on te donne 5 000 de subvention et on t'avance la totalité des sommes qui sera financée sur 10 ans sans intérêt. Fait que ton investissement, tu as un buyback qui passe de 25 ans à 15 ans, bien, juste ça, ça motive des gens à prendre cette décision-là. Mais malheureusement, le programme n'existe plus, mais c'est des programmes de cette nature-là, que ce soit fédéral, provincial ou Hydro-Québec, et même un coup de main municipal. Mais sans ça, je ne vois pas comment on peut y arriver. Est-ce qu'on peut les forcer? Mais ça serait bien. À forcer certains programmes chez vos concitoyens? Bien, en fait, sans l'appui du gouvernement et d'Hydro-Québec, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais est-ce que je serais prête à supporter des initiatives dans ce sens-là? La réponse est oui. Comme la tarification modulée, je suis un fan fini de ça. Mais malheureusement, je parle de courage politique. Ce n'est pas le milieu municipal qui a le pouvoir de l'imposer. C'est le provincial et Hydro-Québec. Donc, malheureusement, je suis à la remorque. Mais comme président de l'UMQ, je supporterais cette initiative-là. Par exemple, imposer le tarif FlexD à toute nouvelle construction à partir de 2025. Moi, je suis pour, mais ce n'est pas moi qui ai le pouvoir de la décision. Mais c'est assurément un bon pas dans la bonne direction, mais c'est sur une base volontaire aujourd'hui. Si tu ne veux pas, donc, combien d'adhérents? Malheureusement, pas assez, parce que les gens ne ressentent pas l'urgence de faire ce geste-là. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Bonjour, Patrick Goulet, président d'Énergie Solaire Québec. Je vous écoute depuis tantôt, là. Ce que je veux ajouter, là, Martin, on se connaît déjà, ce que je veux ajouter, là, c'est nouvelle construction 2025, solaire obligatoire avec batterie obligatoire. C'est ça qu'il faut faire. Si on veut vraiment avancer, là, ben, volonté politique. Et c'est comme ça qu'on crée un marché en plus. Puis c'est comme ça qu'on va créer du volume pour faire baisser les prix. Si le tarif FlexD est obligatoire, cette option-là va devenir plus intéressante. Bonjour, Marc-Claude Amelin chez Éconolaire. J'ai remarqué, il y a comme 2 discours entre le premier panel et le deuxième panel. Dans le premier panel, on disait beaucoup la sensibilisation, bout, c'est plate, ça marche pas, personne n'aime ça, j'haïs la sensibilisation. Pendant ce panel-ci, on parle beaucoup du rôle du citoyen, d'un côté parce qu'on va lui imposer une tarification dynamique qui va impliquer que le citoyen doit comprendre comment son tarif fonctionne. Puis en plus de ça, M. Odette mentionnait le pouvoir est très concentré au niveau de l'exécutif, donc au niveau des élus. Si les gens choisissent leurs élus en fonction de ce qu'ils comprennent de l'énergie, mais qu'ils ne comprennent rien, on a aussi un autre problème, on va tourner en rond. Donc, j'aimerais ça vous entendre sur votre perspective sur, la sensibilisation, peut-être plus l'éducation, mais qui doit faire cette éducation-là? Parce qu'il me semble que c'est inévitable dans le contexte actuel. Qui veut répondre? Je trouve la question très intéressante parce que
dans nos discussions privées avec M. Sebia, puis anciennement avec Madame Brochu, merci. En fait, on ressentait qu'Hydro-Québec ne voulait pas mentionner à la population l'urgence d'agir. Non, non, ça va aller, on ne manquera pas d'énergie, mais la réalité, c'est qu'on en manque aujourd'hui parce qu'on ne peut pas le fournir à de nouvelles entreprises qui veulent arriver, mais ils n'osent pas le dire. Il y a de nouveaux quartiers, par exemple à Saint-Bruno, qui voulaient être 100% électriques, sans gaz. C'est Hydro-Québec qui a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Mais pourquoi on n'explique pas à la population réellement le vrai portrait? Ils n'osent pas. Moi, je veux bien le faire, mais sans. C'est pour ça que je parle d'un travail d'équipe. Si le gouvernement, qui aujourd'hui n'ose pas non plus le dire, Hydro n'ose pas non plus le dire, bien, des programmes comme ILO fonctionnent moyennement parce que personne ne ressent la réalité de l'urgence d'agir. Et le climat, il a raison. On n'a jamais eu autant de dépenses municipales depuis les 2-3 dernières années à cause de l'adaptation du changement climatique. Ça ne s'améliorera pas. Ça va être de pire en pire. Moi, réponds à ta question rapidement. Qui a la responsabilité de sensibiliser? Ben, c'est les électriciens ou les contracteurs qui vendent les maisons. Et c'est vous, quand vous êtes dans le commercial, l'industriel. Dire, regarde là, mais si vous avez l'outil tarifaire, si tu dis, garde là, si tu fais ça, oups, OK. Puis là, tu montres les chiffres. Et en ce moment, tu as beau sortir ta calculette, tu as de la misère à convaincre, tu as de la misère à sensibiliser. Monsieur Cabara. Yeah, so this is one of the challenges that I think we're going to have is, you know, when people are fixated about rates versus cost, right? So when we come out with our analysis, we show that when you look at energy wallet, so you look at transportation cost, heating cost, all of those together, you might actually be in a situation where you're going to be paying less for all of that in a net zero world. But if you only draw your boundary condition around your house, you don't look at your car, in a lot of situations, you will be paying more, right? So what we show is like even when rates go up, your costs could go down because of the efficiency, but people don't think about energy wallet, right? So there's a challenge of actually one getting people to, you know, not be so obsessed about rates, but also, you know, socializing the concept of the energy wallet, which is what we're trying to push for with our work. Merci. Il y avait encore une question? Oui. La question était pour M. Cabara. En anglais ou en français? Tu peux demander en anglais, en français. En français. Oui. Très bien. Pour rebondir exactement sur ce que vous venez de dire sur le portefeuille énergétique des ménages. Vous dites dans votre présentation qu'en 2050, certains paieront plus de gens paieront moins. J'ai envie de vous poser la question, qui paiera plus en 2050 qu'aujourd'hui? Est-ce que ça dépend des politiques? Oui. Est-ce que c'est les gens qui ont une piscine? Est-ce que c'est les gens qui ont une voiture? Est-ce que c'est les gens qui sont en ville versus la campagne? Ou c'est peut-être les locataires qui, eux, ne peuvent pas vraiment investir dans leur maison ou leur appartement? Mm-hmm. Mm-hmm. That's good. That's a great question. So the report's coming out next Tuesday, and it's going to be in both French and English. So there are a couple of variables. One of the biggest variable is where people live. So if you're in Alberta and Saskatchewan, it's very different than if you're Quebec or Nova Scotia, right? And it really depends on the baseline. People who are in Nova Scotia that are heating with expensive oil or expensive baseboard heaters, they're going to be better off if they put a heat pump, right? People in Alberta that are heating with very cheap gas, it's very hard to imagine them saving money if they go to a heat pump, you know, especially that they have the highest electricity rate today in the country, and their electricity rate is only going to go up as they expand the grid. So that's one thing. The second thing is the whole concept of energy wallet, which is kind of what I mentioned, is that we really like a lot of this is hedging on or is dependent on what happens on the transportation sector. If you drive a car, and if you're currently driving an internal combustion engine vehicle, and in 2050 the cost of the EV is the same as the cost of the ICE, there's no incremental cost, you're going to save money to operate that vehicle. So you're going to save money relatively to today if we assume that, you know, the cost is going to be the same in terms of upfront cost. So people who don't drive, right,
their energy wallet is smaller, but proportionally they're going to be paying more if their home heating cost goes up. So it's basically people who are where they live, what type of transportation they have, and how much they drive too, because that impacts the savings they can get. What is their people who heat with gas are likely to be more likely to pay more, and also lower income people because they intersect with all these other variables, including personal vehicle ownership, all of that. So I think ultimately what we need to do is get to a granular level so that programs like the Greener Home program that was mentioned can target people that really need support to unlock those benefits. Because if you think about somebody who's paying, I used to live in Nova Scotia, I used to pay maybe $3,000, $4,000 a year for heating, right? Like that's in like 2016, right? Imagine that, like that was a lot of money to heat like a, like not even that big of a house because, and, so you have a lot of renters, split incentive between the landlord and them. They don't want to switch it. So anyways, I think it's just the idea of like, how do we target those people that need the support to make sure that we distribute the benefits that is coming from electrification. Professeur Zaghib, Oui, merci beaucoup. excusez. Moi, je suis 100% d'accord avec le maire d'Anfous sur les changements climatiques. Peut-être une question naïve. Pour accélérer la pénétration des éoliennes, que je crois beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas moyen de décentraliser l'énergie chez les municipalités? Parce que vous connaissez les habitants, vous connaissez les terrains, vous connaissez les industriels, et vous pouvez créer des consortiums avec les industriels, etc. Au lieu que ça soit centralisé ailleurs. Je le vois un peu au Japon, un peu en Corée. C'est des villes, Osaka, Kyoto, et ça. Donc, c'est des villes que... Donc, c'est une question naïve. Pourquoi ça ne vient pas avec des budgets, soit du budget fédéral, provincial? Vous connaissez les terrains, vous connaissez tout le monde, et c'est plus simple. Peut-être naïf, là, mais... Transfert de compétences. Je vous traiterai jamais de naïf, Dr. Zaghib, mais la réalité, c'est que l'éolien est arrivé au Québec dans nos grands territoires comme la Gaspésie. Plus on s'approche du sud, plus je vais être obligé de vous reparler de l'acceptabilité sociale, qui est un défi colossal. Mais là, plus on est loin, plus le transport de cette énergie-là devient un enjeu. Et là, les lignes sont aujourd'hui saturées. Mais nonobstant ça, ma MRC, comme je l'ai mentionné tantôt, on souhaite de l'éolien parce que les gros consommateurs d'énergie sont sur le territoire davantage du sud. Donc, je suis prête à faire l'effort de convaincre ma population d'aller là. Mais c'est sûr que ça nous prend la participation municipale, qu'elle soit couplée avec du privé ou le gouvernement. J'ai aucun enjeu avec ça. Je suis même favorable. Le milieu municipal ne pourra jamais aller là seul. Mais c'est là où on assurera un meilleur succès. Mais les grands territoires libres seront toujours beaucoup plus faciles à intégrer des éoliennes parce que souvent, ils ne sont pas cultivés. Quand on arrive dans le sud sur les territoires agricoles, vous le savez, on a d'autres résistances. Très rapidement là-dessus, je pense que le projet de loi 69, avec Hydro-Québec n'a plus besoin de passer par processus d'appel d'offres devant la régie là, pour signer des ententes. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de partenariats, Ville, Hydro-Québec et peut-être même un privé qui est spécialisé dans. Donc, par exemple, un Boralex, Varennes et Hydro-Québec, ils se mettent ensemble, ils mettent dans un parc industriel. Oui. Oui, j'ai beaucoup aimé la discussion là, sur les coûts en capitaux puis les coûts de déploiement d'infrastructures. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Pour vous, là, si on veut mutualiser l'infrastructure, puis je pense que ça s'aligne directement avec ce que vous parliez là, dès maintenant, ça va être qui les champions de la mutualisation de l'infrastructure? On sait qu'un succès des services publics comme Hydro-Québec, comme Énergir, c'est qu'ils sont capables d'amortir sur 50 ans, sur 70 ans. C'est des institutions, on sait qu'ils vont être encore là dans 70 ans. Ça fait que s'ils font leur retour sur capitaux propres dans 60 ans, c'est toujours possible. Alors, qui va pouvoir être un champion d'installer une boucle de chaleur dans un quartier ou des boucles de chaleur d'échange de l'industrie? Est-ce que ça va être les municipalités? C'est qui les champions du futur qui vont être capables de permettre de mutualiser ce qu'une usine ne peut pas faire ou une maison seule ne peut pas faire?
Je réfléchis beaucoup à cette question-là, donc ça, je prends le micro dessus. Mais je pense que les municipalités vont être là pour justement assurer l'acceptabilité sociale, puis ils peuvent avoir une participation dans les revenus aussi pour justement vendre le projet. Maintenant, après ça, si c'est un projet électrique, Hydro-Québec peut jouer un rôle. Si c'est un projet autre, ben, il faut trouver l'expertise du privé qui va être capable de s'associer à la municipalité pour dire, ben, c'est eux qui vont construire et opérer. Parce que, par contre, Hydro-Québec, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'eux ont accès à du capital pas cher. Donc, sinon, il faut s'associer à des entreprises qui ont accès à du capital pas cher. Sinon, ben, la rentabilité risque de ne pas être là. On l'a vu des désastres dans l'énergie renouvelable, là, le gaz naturel renouvelable à Saint-Hyacinthe, justement, parce que c'était une nouvelle technologie, il y avait beaucoup de risques, puis la ville, bon, l'énergie a décidé de compenser. Mais c'est pas Hydro-Québec qui aurait pu faire ça. Énergie connaissait plus ou moins ça. Il y avait une ville. Ça prend des experts, ça prend des entreprises. Donc, je pense que ça prend 3 joueurs. Ça prend quelqu'un qui est dans le secteur de l'énergie, ça prend la ville, puis ça prend un autre qui connaît bien les boucles de chaleur ou l'autre technologie que vous voulez mettre de l'avant. Mais in fine, il y a une propriété de l'infrastructure puis une opération sur 30, 50 ans. L'expertise, elle est plutôt nécessaire au développement, à l'origination, à la période de construction d'ingénierie. Oui, mais il faudrait qu'il y ait un partage de risques parce que trop souvent, tu dis, ben, je vais te le faire, puis après ça. Tu as posé la question précise, qui est prêt à le faire? Moi, à Varennes. En fait, mais j'aime beaucoup l'exemple de Sylvain parce qu'il a tout à fait raison. Puis je ne veux pas juste être propriétaire à 30 puis recevoir les bénéfices de 30 je veux être aussi l'investisseur à 30 mais j'aurai un rôle dans l'acceptabilité sociale. J'ai besoin d'Hydro, c'est le partenariat dont je parlais, et j'ai besoin du privé pour leur connaissance. Je ne suis pas dans le solaire, je ne suis pas dans l'éolien, je ne suis pas dans les boucles de chaleur, mais je veux tout ça. J'ai besoin de m'associer avec les meilleurs puis démontrer qu'on pourra y arriver. Et croyez-moi, la population va adorer cette initiative-là, comme ils l'ont vécu pour notre bibliothèque. Je vous propose qu'on finisse sur ce bon point. Ben voilà, merci beaucoup à vous trois. Donc, on arrête pour le lunch On jusqu'à va manger, ouais. 13h35. Donc, c'est de l'autre côté, mais il y a une salle à côté avec des tables si vous voulez, ou sinon, il y a des tables hautes. Merci à tous.